Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Citation de Charles Darwin. Chapitre 1. Les enfants perdus. 1500 ans après l'astéroïde. Des cris de guerre lointains retentirent, brisant le silence. Les premiers rayons de l'aube éclairaient un bâtiment aux briques rougeâtres érodées. La verdure recouvrait la moitié de l'édifice, grimpant sur lui tels les tentacules verts d'un poulpe géant, l'entraînant vers les bas-fonds. Les fenêtres avaient été barricadées. Des dents de bois acérées formaient un périmètre devant l'entrée qui menait à un souterrain. Une odeur résineuse embaumait l'air. Une jeune fille se faufila hors d'une trappe d'aération pour émerger sur le toit plat et mousseux. Elle passa son capuchon sur sa tête afin de recouvrir sa chevelure sombre et de dissimuler son visage. Elle s'avança parmi les jardins suspendus et les récipients d'eau de pluie. Ses doigts trituraient nerveusement le tissu usé de sa tunique. Tendant l'oreille, Wendy scruta les ruines environnantes. La nuit quittait doucement l'ancienne métropole dont plus personne ne connaissait le nom d'origine. La majorité des noms des choses s'étaient volatilisés avec la civilisation. Devant l'urgence de la survie, apprendre et transmettre ses connaissances n'était pas prioritaire. Wendy ne savait pas qu'elle redoutait le plus, les cris distinctifs qu'elle avait reconnus ou le silence de plomb qui s'en était suivi. Elle avait de plus en plus de mal à accepter de rester derrière alors que des membres de sa famille risquaient leur vie. Soudain, des pas se firent entendre et son cœur bondit dans sa poitrine. Elle sortit son arc et prit une grande inspiration afin de stabiliser son tir, attendant que les marcheurs sortent de l'ombre. Elle n'était pas la meilleure tireuse, on avait investi peu de temps à lui enseigner lors du tir. Elle n'aimait pas particulièrement le maniement des armes. Ce n'était pas son rôle. Ce constat provoquait toujours chez elle un étrange sentiment d'insatisfaction. Hibou, le meilleur archer de leur groupe, la rejoignit. Sans bruit, l'adolescent vêtu de tissu rapiécé prit appui sur le rebord du toit et tendit son arc avec maîtrise. Ses longs cheveux blonds étaient toujours noués en un chignon serré pour dégager sa vue. Il fronça les sourcils de concentration et devint si immobile qu'il disparaissait dans l'aube naissante. Ceux qui pouvaient se permettre d'être bruyants étaient forts, lourdement armés, bien entraînés et avaient de meilleures armures. Ces derniers se plaisaient parfois à être tapageurs afin de rappeler que c'étaient eux les prédateurs. Wendy avait remarqué que nombre d'entre eux avaient une lueur différente dans le regard. Elle avait nommé celle-ci l'étincelle de la violence. Un rien suffisait à lui faire prendre feu. Le feu ravageur s'était éteint dans les forêts depuis des centaines d'années déjà, mais il brûlait encore avec vigueur à l'intérieur des humains. Le groupe de marcheurs bruyants émergea finalement de l'obscurité. Hibou et Wendy reconnurent avec soulagement leurs frères et sœurs. L'un d'entre eux, soutenu par les autres, paraissait blessé. Le cœur de Wendy se serra. Elle se retourna pour attraper une corde et descendit précipitamment le long du bâtiment trapu, s'écorchant le dessus des mains sur la brique. Hibou continua de viser l'allée pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. Wendy avait toujours été davantage guidée par ses émotions. Elle courut sur le pavé en direction du groupe qui avançait vers leur refuge. D'autres jeunes adultes dégageaient déjà l'ouverture barricadée pour les laisser entrer. En sécurité à l'intérieur, le groupe put reprendre son souffle. On déposa doucement la blessée, qui gémissait, au sol. Wendy s'agenouilla pour constater l'ampleur des dégâts et poussa un soupir de soulagement. Une flèche traversait la chair de son mollet et aucun muscle vital ne semblait avoir été touché. Le sang coulait peu pour l'instant. Après avoir rassuré Lou, Wendy se releva pour interroger Jaguar, son frère aîné. Oui, Lé. J'ai de l'attention. Encore les Amazones, lâcha Fox avec exaspération. L'aîné prit son temps pour ramener son rythme cardiaque à un niveau raisonnable avant de répondre. On a été pris dans un chassé-croisé entre les Amazones et les uns. On était là au mauvais moment. L'autre a reçu une flèche perdue. Cette dernière maugréa. Nac, ça fait des nuits que ça dure, s'emporta Fox. Pas moyen de sortir chasser. Leur élevage de rats avait été décimé par une maladie. Cela faisait plusieurs nuits qu'ils tentaient d'en attraper d'autres. Ces derniers temps, l'île était particulièrement agitée, tel un nid de guêpes frombissant dans lequel on aurait frappé. Les batailles incessantes faisaient fuir les animaux et rendaient toutes sorties périlleuses. Leur clan n'avait donc eu aucune protéine à se mettre sous la dent. Jaguar continua. Elles sont en colère parce qu'Arès prend davantage de contrôle sur la ville. Elles aimeraient réduire son pouvoir. Je suis pas contre. Qui s'entretue, mais qu'elles nous foutent la paix. Tu sais bien que les Amazones n'en ont rien à faire de nous ou n'importe qui. Aussi, dès que quelqu'un meurt ou que le sang coule, les autres arrivent, conclut l'aîné en se massant le front. Wendy sentit les cheveux sous sa nuque se hérisser en songeant à une meute de ces horribles bêtes dissimulées dans la nuit. Fox continuait de pester contre l'univers en nettoyant sa lame sur un morceau de tissu.
Elle lança. On en a vu d'autres. On va installer des pièges et avec un peu de chance, on n'aura pas besoin de ressortir la nuit prochaine. Je vais m'occuper de Lou. Reposez-vous. J'ai fait une bouillie, ça doit être encore chaud. Ensuite, je pourrai sortir. Wendy, c'est trop dangereux, intervint Fox. Elle lui lança un regard noir. Fox et elle étaient les premiers à s'être trouvés, le bourgeon de cette famille. N'oublie pas que j'ai plusieurs saisons de plus que toi, rétorqua-t-elle. N'oublie pas que j'ai une tête et des muscles de plus que toi. Par tête, tu parles de la grosseur, évidemment, parce qu'en ce qui concerne ce qu'il y a dedans. Et Fox éclata de rire avant de bousculer amicalement Wendy. Lorsque Wendy l'avait trouvé, Fox devait avoir 3 ans et elle 8. Immobile sur sa roche, il était frigorifié et ne savait pas parler. Ses boucles châtaines étaient hisurtes et ses yeux clairs étaient hagards. Elle l'avait pris par la main et ils s'étaient réfugiés dans un bâtiment en ruine pour allumer un feu. Blottis l'un contre l'autre, ils avaient partagé les restes de vivres que la protectrice de Wendy lui avait laissés avant de mourir. Ils ne s'étaient plus jamais quittés. La petite avait découvert que prendre soin d'autrui donnait un sens à cette vie de lutte constante. Veiller sur ceux que la métropole recrachait de ses entrailles, les enfants perdus de l'île. Le groupe descendit dans la station souterraine par un escalier de métal couvert de boue. Ils vivaient dans les entrailles de la terre, qui offrait protection contre les individus et les éléments. Ils mirent les pieds sur la plateforme, dont chaque espace était aménagé. Un grand foyer trônait à droite. Des lampes dégageant un parfum d'ocre d'huile étaient disposées telles de gigantesques lucioles qui illuminaient leur antre. Une kyrielle de wagons d'un bleu terne et craquelé faisait office de chambres et de pièces diverses. Le mur du fond présentait une constellation de tuiles fendillées dans des tons pêches et mangées par le vert de gris. Au milieu de ce qui avait dû être joli des centaines d'années plus tôt, 4 lettres avaient survécu ou tempéri. Rose. Cela lui valait le nom de station Rose attribué par Wendy. Jaguar installa l'outre sur une paillasse dans un des wagons. Wendy retira le restant de la flèche plantée dans la chair de loup pendant que ses frères la tenaient fermement. Elle reconnut effectivement les pointes des Amazones, les meilleures de l'île. Elle nettoya la plaie et lui fit un bandage. Elle caressa le front moite de sa sœur et dégagea son visage des mèches brunes et courtes qui l'obstruaient. « Repose-toi, murmura Wendy. Il y avait longtemps que Lou ne se le laissait plus lui témoigner de l'affection de la sorte. Sa sœur était forte et résiliente. Elle recommencerait rapidement à chasser et à réclamer de changer de nom. Depuis qu'elle avait une douzaine de saisons froides, l'autre manifestait le désir de se renommer. Ce prénom, on le lui avait attribué dans les règles lorsqu'elle s'était jointe aux enfants perdus. Lou avait environ 9 ans lorsque Fox l'avait repérée. Il avait suivi les cadavres de rats pour la retrouver. Chaque fois qu'il tentait de lui parler, elle s'enfuyait. Il avait perçu des ressemblances entre eux. Un jour, Fox l'avait trouvée repliée sur elle-même, son estomac rejetant de la viande avariée. Il l'avait ramenée à la station pour la soigner, était parvenu à gagner sa confiance, et Lou était restée. Comme tous les enfants abandonnés, elle n'avait plus aucun souvenir de son nom de naissance. Ceux qui donnaient la vie restaient rarement assez longtemps pour fournir des souvenirs durables à leur progéniture. La sauvagerie du monde effaçait la mémoire. Ainsi, sur l'île, on attribuait son propre nom avec l'aide de son clan ou de sa famille. Pour ce faire, il y avait généralement une cérémonie de baptême à laquelle la présence d'un prêtre du livre des noms était requise. Puisque rien n'était gratuit en ce monde, une offrande généreuse était nécessaire pour qu'une telle cérémonie ait lieu. Wendy rejoignit les autres autour du feu. Installés sur des bûches et des peaux de bêtes, les chasseurs revenus bredouilles picoraient, partageant volontiers leurs portions avec les plus jeunes. Fox faisait rire les petits pour les détourner de leur ventre qui criait famine. Jacques souriait vaguement devant ses facéties, mais il avait un air soucieux. Souris, la plus jeune des enfants perdus, vint s'asseoir sur les genoux de Wendy pour réclamer une histoire. La petite était dotée d'une constitution délicate et portait toujours cette robe de toile trop grande qu'elle rapiéçait sans cesse. Ce vêtement était son bien le plus précieux et lui venait de sa sœur aînée qui était disparue. Derrière son joli minois constellé de taches de rousseur se cachait une survivante qui maniait la lame avec habileté. Tous vinrent s'installer devant Wendy, réclamant de concert qu'elle leur fasse la lecture. Elle céda avec plaisir. Il méritait un peu de divertissement après tant de déception. Les histoires étaient un baume sur les plaies et faisaient temporairement oublier la cruauté du monde. Elles avaient même le pouvoir de faire oublier qu'on avait l'estomac vide. L'ancienne protectrice de Wendy, Ma, lui avait appris à lire. La femme l'avait recueillie lorsqu'elle était toute petite. Cette dernière avait rejoint le Wakan Tanka depuis longtemps maintenant, mais Wendy ne l'oublierait jamais. Ma vivait à travers chaque mot qu'elle lisait à ses frères et sœurs. Presque tous les enfants perdus installés devant elle ne se rappelaient pas de leurs parents ou ceux qui s'étaient occupés d'eux avant. Parfois, l'oubli était volontaire puisque certains les avaient exploités, maltraités ou troqués. Ma était un être à part, d'une grande sagesse. Certaines des paroles de la femme étaient gravées dans l'esprit de Wendy pour toujours. Le savoir est ce qui nous différencie des animaux.
Ce n'est que plusieurs années plus tard que Wendy avait saisi le sens de ses propos. Wendy s'installa devant ses frères et sœurs au regard avide, un petit livre au recoin racorni en main. Au fil des ans, elle était tombée sur quelques livres en relativement bon état qu'elle conservait avec soin. Ils étaient le vestige d'une autre époque, des trésors inestimables. Ce roman, encore plus précieux que les autres, lui avait été transmis par Ma, qui le lui avait remis avant de mourir, en disant que la naïveté et l'imagination de l'enfance sont des richesses. Wendy s'était appliquée à découvrir ce que cela signifiait. Plus personne ne s'intéressait au savoir et à la lecture. Elle faisait partie des très rares habitants à savoir lire. Le magicien d'Oz, annonça-t-elle. Seulement un extrait. Après, on a des choses à faire. Je vais prendre une gorgée. Fox prit le souris sous ses genoux. Sam reprit le panier qu'il tressait distraitement en écoutant sa sœur. Ses doigts à la peau noire comme la nuit paraissaient danser en tortillant les brins plus vite que personne. Il confectionnait les meilleurs outils. Dans ses cheveux crépus, qui auréolaient sa tête telle une crière, il entrelaçait des lanières de bouleau. Pic délaissa la figurine de bois qu'il sculptait avec son poignard pour poser sa tête sur l'épaule de son grand frère, Taupe, dont la stature élargissait de saison en saison. Bientôt, il serait plus costaud que Jaguar. Hibou et Epic étaient blottis l'un contre l'autre sous une couverture. Ces deux-là étaient inséparables, même si Hibou était aussi posé et réfléchi que son frère était spontané et porté vers le danger. Lorsqu'ils étaient tous installés de cette façon, on pouvait voir les vestiges de leur enfance remonter à la surface, sous les vêtements rapiécés, les taches de boue et les cheveux en broussailles. Leurs yeux se remettaient à briller d'une innocence que l'on croyait perdue à jamais. Ils avaient été forcés d'abandonner rapidement la candeur de cette période bénie. Le monde avait fait d'eux des chasseurs, des tueurs, des survivants. Après la lecture, Wendy et Jaguar se retrouvèrent seuls. Les autres s'affairaient à leur tâche. « Tu as pris ta décision? » s'enquit-elle. « Oui, mais n'en parle pas aux autres, surtout à Fox. Il ne comprendra pas. » Jaguar s'était joint aux enfants perdus une dizaine d'années plus tôt. Wendy l'avait trouvé à l'agonie dans une ruelle lorsqu'il avait environ 15 ans. Dans ce monde, personne n'était certain de l'âge qu'il avait. On essayait de se rappeler combien de saisons froides on avait traversées. Wendy avait pris soin de lui pendant des semaines avant qu'il ne se rétablisse, du moins physiquement. Il n'avait jamais voulu raconter ce qui lui était arrivé. De nature calme et réservée, Jacques ne s'était jamais habitué à la violence de l'île. Pourtant costaud, ce dernier n'aimait pas les confrontations. Ses yeux gris étaient souvent voilés de tristesse, comme si voir le monde qui les entoure lui pesait sur le cœur. « Quand penses-tu partir? » Comme la saison froide est terminée, je pensais le lendemain de l'Ita. L'idée de ne plus voir son frère lui tordait le ventre, mais Wendy avait toujours fait preuve d'altruisme et savait que vivre ici lui était pénible. L'aîné poursuivit. « Tout le monde sera occupé dans les bras de quelqu'un ou trop opaque pour me faire chier. Je devrais pouvoir sortir de l'île sans problème. Je me dirigerai vers le nord. Je reviendrai peut-être. Non, tu reviendras pas, mais ça va. Je comprends, dit-elle avec résignation. Le visage de Jaguar s'anima. Vous devriez venir avec moi. Tu sais bien qu'on s'en sortira pas tous. Et il faudrait trouver un endroit capable de nourrir et de protéger une vingtaine de personnes. On partirait à l'aveugle sans savoir si un tel endroit existe. Je sais, avoua-t-il dans un soupir. Tu vas me manquer. Moi aussi. Je promets que si je trouve un endroit comme ça, je reviens vous chercher, conclut-il avec conviction. La mort récente de leur frère, Castor, avait fourni à Jacques la dernière raison de mettre son plan en œuvre. Cela avait achevé d'éteindre quelque chose en lui. Son dernier espoir de rachat pour le genre humain s'était envolé avec la vie de son jeune frère. « Tu devrais aller dormir », l'enjoignit Wendy. Les autres chasseurs nocturnes étaient déjà dans les bras de Morphée. Un bref moment, lors duquel des rêves salvateurs les amenaient loin d'ici, vers un monde imaginaire. Chapitre 2. La station. La station souterraine grouillait d'activités, chacun ayant un rôle à jouer dans leur survie. Rien n'était perdu, tout était réutilisé. Certains filtraient l'eau de pluie recueillie sur le toit, d'autres s'affairaient à couper les branches de bois rapportées précédemment. Ils étaient sortis de la saison froide, mais les nuits restaient fraîches. Wendy gardait un souvenir douloureux de la saison froide lors de laquelle ils s'étaient fait voler leur réserve de bois. Taupe avait amené un groupe poser des pièges à rats dans les environs. Pic était sur le toit et surveillait. Souris nourrissait leurs chevaux avec dévotion. Il n'était pas rare de retrouver la petite, même en pleine nuit, en train de les caresser en leur murmurant ses secrets. Les enfants perdus avaient acquis les deux animaux grâce à Hibou. En plus d'être un bon tireur, ce dernier était doté d'une vive intelligence. Après plusieurs essais, il était arrivé à produire de l'alcool de pommes de terre consommable. Ce légume peu crapicieux poussait volonté dans tout contenant avec de la terre, même à l'ombre. Cet alcool les avait maintenus en vie et leur avait fourni une monnaie d'échange très prisée.
Les hommes avaient besoin de quelque chose de puissant pour anesthésier leur âme tourmentée par les offres de la violence et empêcher les fantômes de les hanter. Très peu d'individus sur l'île étaient assez intelligents ou tenaces pour trouver leur propre façon de créer adéquatement ce breuvage qui endormait la souffrance. Oh! OK, salut à toi, Realisti, ouais. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Porte Épique qui lit des premiers chapitres de livres tirés des genres de l'imaginaire, de la science-fiction, de fantasy, du fantastique. Je fais des lectures, puis j'ai aussi un blog. Si jamais ça te tente de le lire. C'est un blog de conseils sur le world building, la construction de mondes fictifs. Donc, je donne différentes idées. Puis aussi, je fais quelques analyses de livres aussi, quelques analyses de world building. Donc, si jamais ça t'intéresse. Et je suis en train de lire Un ciel sans étoiles de Gabriel English. Donc, sur ça, je vais continuer ma lecture. Donc, c'était probablement cet alcool qui avait dissuadé certains clans de venir les ennuyer. Plus ils avaient de sang sous les mains et sur la conscience, plus ils étaient friands consommateurs du précieux liquide. Le meilleur moment pour troquer leur nectar qui embrasait l'osophage était pendant la fête de Lita, lors de laquelle les barbares donnaient n'importe quoi pour s'enivrer jusqu'à perdre connaissance. À l'approche de cette fête, l'île frémissait d'impatience. La loi du plus fort s'imposait généralement dans la charpente de la ville. Les habitants respectaient uniquement deux règles. Toute dette devait se payer par le sang, la chair ou les biens. Aucune violence ne serait commise lors de Lita. Cette journée pour célébrer le solstice d'été était le seul moment de l'année où un semblant de paix régnait. Le seul danger encouru, hormis celui d'abuser de substances, était les ors. Heureusement, les bruits provoqués par la foule ainsi que le feu les éloignaient de l'acropole. Epic et Hibou travaillaient à finir de diluer, mettre en bouteille et étiqueter l'alcool de pomme de terre. Toute la station sentait la fermentation. Ils pensaient parvenir à échanger la cargaison contre moult denrées et objets de valeur. D'abord, pour rire, ils avaient attribué un nom à leur prisé torboyau, le flou. Plus vous en buviez, plus vos pensées devenaient nébuleuses et plus votre environnement perdait de sa précision. Ce nom était maintenant utilisé des habitants. Abhorrant un sourire moqueur, Hibou mettait de côté quelques bouteilles spéciales pour les membres du clan des uns. La concentration d'alcool dans ces flasques était si forte que les sentirs donnaient le tournis. Fox chargeait les bouteilles identifiées dans une grande boîte en bois qu'on attachait à un cheval. Wendy moulait des grains de maïs en songeant qu'il lui tardait de pouvoir circuler dans les rues sans crainte. Leur clan faisait du troc avec des sudistes, comme plusieurs, afin d'échanger des biens contre des épis de maïs. Ils réduisaient la majorité de ceux-ci en poudre pour en faire de la farine. Avec un peu d'eau, de la levure faite à partir du maïs lui-même et de la pomme de terre, cela faisait des pains très nourrissants. Chapitre 3. Remède. Sous sa paillasse, Wendy n'arrivait pas à fermer l'œil. Jag et Fox s'étaient retournés faire une battue, car les pièges n'avaient leurré aucun rongeur. Ils avaient refusé que Wendy les accompagne. Après Jag, elle était celle qui avait vu le plus de cette saison passée. Elle avait pris soin d'eux lorsqu'ils étaient plus jeunes. Wendy avait été moins confrontée à la brutalité de l'extérieur puisqu'elle était souvent restée à la station. Comme Jag allait partir, elle devrait sortir davantage. Maintenant que leur groupe avait veillé, elle pouvait prendre un rôle différent. Un pressentiment la taraudait, jumelé à son sentiment d'inutilité. Elle décida de retourner voir Lou pour changer son pansement. En entrant dans son wagon, elle constata que sa sœur avait une pellicule de sueur sur le front malgré l'air frais et sa blessure n'avait pas un bon aspect. Le cœur de Wendy se mit à battre rapidement. Il lui fallait agir vite. Elle en avait vu plusieurs succomber à des blessures pourtant mineures. La fièvre était un des premiers symptômes. « Je vais te chercher un remède, tout ira bien. Je reviens vite », promit-elle à l'oreille de sa sœur. Cette dernière grommela. Après un baiser sur son front brûlant, Wendy se redressa avec un air déterminé. Elle prit un petit sac de farine et un pain qu'elle déposa dans son sac. Personne ne faisait de cadeaux dans cette ville, tout se troquait. On prenait souvent, mais on ne donnait jamais. Elle passa son grand capuchon sur sa tête et sortit discrètement. Wendy se faufilait dans la nuit comme une ombre. Elle avait accroché son arc et ses flèches dans son dos. Ce trajet, elle le connaissait bien, mais elle demeurait aux aguets. Il fallait toujours présumer que quelqu'un ou quelque chose voulait vous faire la peau ou vous dépouiller. Elle escalada les gravats, passa dans les squelettes de bâtisses abandonnées et contourna les carcasses de métal qui jonchaient les routes. Il valait mieux éviter certains édifices et rues, soit parce qu'ils étaient habitués, soit parce qu'ils étaient remplis de charognards. Circuler à l'intérieur ou en hauteur permettait d'éviter les deux roues. Filant sans bruit sous leurs vélos modifiés ornés de pieux, ces derniers étaient d'excellents voleurs et kidnappeurs redoutables. Moyennant une monnaie d'échange, les cyclistes ramenaient au clan ceux qui avaient des dettes.
Son cœur tambourinait dans sa poitrine pendant qu'elle coupait la végétation avec sa lame pour se dégager un chemin. Le visage de sa sœur était imprimé sous ses rétines. Elle refusait de perdre un autre membre de sa famille. Elle redoubla d'ardeur et se mit à courir, ses pieds soulevant des nuages de poussière grise. Elle sursauta en apercevant des ombres menaçantes dans le coin de la pièce. Elle fit volte-face, sortit sa lame et fléchit les genoux. De regard, elle repéra la sortie la plus près, la fuite demeurait habituellement sa meilleure option. La poussière retomba et Wendy découvrit une femme, chétive à cause de la malnutrition, positionnée devant ses petits, enveloppée dans des couvertures. Elle tremblait de peur et de rage. Wendy découvrit son visage un instant avant de ranger sa lame. Les deux femmes se fixèrent en silence jusqu'à ce que Wendy ne franchisse la fenêtre en face pour atteindre la rue. L'aube commençait à blanchir l'horizon. Les criquets entonneraient leur chant en l'honneur de la canicule. Wendy s'immobilisa quelques secondes, dissimulée par l'immense statue blanche d'un homme replié sous lui-même. La végétation avait brodé sur lui une dentelle de lierre. Plus que quelques coins de rue à franchir pour arriver à l'échoppe de Madame Plante. Quelques dizaines d'enjambées et elle pourrait tenir dans sa main la solution pour sauver sa sœur. Wendy avait une crampe et sa gorge était en feu, mais elle repartit à la course, oubliant momentanément qu'elle ne devait faire aucun bruit. Elle n'entendait plus que ses battements cardiaques dans ses tempes. Hey, salut Shooter, comment vas-tu? J'espère que tu passes quand même une bonne journée. J'espère que ça a bien été à ta job. Sur ce, je vais reprendre ma lecture. Plus loin, un jeune homme se rendait au même endroit que Wendy. Son regard était vif, sa peau était brunie par le soleil, ses cheveux foncés et ondulés touchaient presque ses épaules et il portait une barbe. Il s'arrêta net pour écouter les bruits de pas. Plutôt grand et vêtu d'une armure faite d'écorce de bouleau, il se glissa dans la ruelle avoisinante. Il dégaina une machette. Ses forces étaient diminuées et il ne voulait courir aucun risque. En chasseur aguerri, il se fia à la légèreté du pas pour déduire que cet individu n'était pas massif. Un coup d'œil dans la rue le lui confirma. Le petit s'arrêta exactement à l'endroit où il se rendait, selon les directives qu'il avait dû estorquer. Plus vite il obtiendrait ce dont il avait besoin, plus vite il pourrait reprendre la route. Cependant, il n'avait rien à troquer et il savait d'instinct que menacer cette Madame Plante ne donnerait rien. Il n'aurait jamais confiance d'ingurgiter ce qu'elle lui donnerait par la suite. Le jeune homme entendit le petit marcheur frapper contre la façade de bois peinte en vert en appelant. Avec surprise, il constata en attendant sa voix qu'il s'agissait d'une femme. Elle était seule, à l'aube, dans cette ville de coupe-gorge. De l'autre côté de la porte, l'interpellé pesta bruyamment avant de venir ouvrir. Cette Madame Plante se calma en reconnaissant la visiteuse. Il s'avança davantage pour écouter. La marcheuse téméraire décrivit une blessure ainsi qu'un front brûlant. La guérisseuse repartit dans sa boutique. Tout en essuyant son front moite avec sa manche, il se demanda si sa chance tournait. Je m'offre toujours. Ah, c'est-tu à cause des allergies ou t'as un rhume? Oui, oui. J'ai toujours de l'attention. Ouais. Hic. Hey, t'as pesé trop longtemps sur, sur mon clavier, toi. Bon, ok, on y retourne. Madame Plante revint avec quelque chose qui étendit à la visiteuse. Les femmes s'entendirent sur une monnaie d'échange, mais l'homme n'écoutait plus. Il planifiait la façon la plus appropriée de maîtriser sa proie. Il se glissa habilement le long de la façade, comme une ombre. La femme repartit sans se méfier. C'était presque trop facile. Le jeune homme était tout près lorsqu'elle tourna au coin de la rue. D'un geste vif, il la poussa contre le mur de briques avant de lui mettre son arme sous le menton. Il se fixa pendant une seconde. Ses iris presque noirs rencontrèrent celles d'un bleu clair de la jeune femme. Avant qu'il n'ait l'occasion de proférer ses menaces, elle mit un doigt ganté sous sa lame pour la repousser doucement. « Tu es blessé, laisse-moi voir, » ordonna-t-elle. Éloignant l'arme comme s'il s'agissait d'un vulgaire bout de bois, Wendy recula de l'autre le tissu qui recouvrait sa tête. Surpris par cette réaction hors du commun, il n'opposa aucune résistance. Il dévisagea avec surprise la femme aux longs cheveux noirs et à la peau d'ivoire. Sa beauté au milieu de la laideur environnante était presque douloureuse. Elle remarqua le sang séché qui avait laissé des cernes sous sa manche et saisit son bras avec désinvolture.
Elle retira délicatement le tissu qui collait à sa peau meurtrie. Une morsure de Zor. Elle le scruta un court instant avant d'analyser son état général et le prit ensuite par la main pour l'entraîner vers un bac d'eau de pluie afin de nettoyer son bras. Son regard n'était pas apeuré, mais bienveillant. Médusé par cette gentillesse, il se laissa faire, scrutant ses gestes avec attention. Faute d'avoir un tissu propre, elle souffla sous sa blessure. Lorsqu'elle fouilla dans son sac, il tressaillit. S'agissait-il d'une stratégie destinée à la leurrer en envoyant d'abord une belle femme à l'air innocent? Puis le clan, constitué d'hommes comme lui, débarquerait pour lui faire la peau? Après avoir survécu à tout, il mourrait comme ça, comme un con, pensa-t-il. Wendy sortit lentement le pot que Madame Plante lui avait remis et reprit le bras du jeune homme. Ce contact délicat lui fit de nouveau perdre contact avec son instinct. Il appliqua une partie du mélange sur sa blessure. Tu devrais faire attention. Je vois que tu n'es pas de l'île. Ne montre pas que tu es blessé, d'autres en profiteraient. Il se demanda pourquoi elle lui parlait comme à un être sans défense. Elle ne voyait donc pas que ses mains étaient sales, imprégnées de ce qu'ils avaient vécu, et que ses prunelles étaient sombres, saturées de ce qu'il avait vu. Il n'était pas différent des autres, un monstre grondait en lui. Il avait été prêt à lui trancher la gorge pour s'emparer de son remède. Elle continua. « Je garde le reste pour ma petite sœur. Bon, puisque tu as décidé de ne pas me couper la tête, on est quitte. » À ces mots, Wendy lui jeta un dernier regard bleu et se couvrit la tête avant de repartir en courant. Il observa s'éloigner un instant, stupéfait par son altruisme. Elle n'avait rien exigé en retour. Il se ressaisit et, pris d'une impulsion, décida de la suivre. Excusez-moi. Câlin. Elle était agile et connaissait bien les méandres de cette ville décrépite. Cependant, l'homme chassait depuis toujours, ce qui lui avait conféré une forte capacité à pister sans être repéré. Dès qu'il avait été assez âgé et suffisamment intelligent, il s'était dit qu'il valait mieux être le prédateur que la proie. À un moment, il craignit d'avoir perdu sa trace, mais elle s'était simplement arrêtée. À travers une fenêtre brisée, elle la vit donner de la nourriture à une femme et ses enfants, avant de repartir prestement, sans rien demander en échange. Décidément, son comportement était singulier. Il la suivit jusqu'à un bâtiment gardé, prenant garde de rester dissimulé. Les membres de son groupe l'accueillirent avant de s'engouffrer dans leur base. Il ressentit un curieux sentiment de soulagement de la savoir en sécurité. Ce constat lui fit froncer les sourcils de stupéfaction et plisser ses yeux légèrement en amande. Il s'adossa au mur frais derrière lui pour réfléchir. On ne l'avait jamais touchée ou regardée comme elle avait fait, avec douceur et compassion. Ne possédant pas un vocabulaire développé, il ne connaissait pas ses mots, cependant, il savait dorénavant quelle sensation cela procurait. Wendy s'installa au chevet de sa sœur. Cette escapade pour acquérir un remède, malgré les remontrances de Fox, lui fit ressortir l'embryon d'un sentiment de liberté. Cela lui insuffla de l'espoir car depuis quelque temps, elle fantasmait à l'idée de parvenir à trouver d'autres précieux livres. Chapitre 4. Neige du passé. Oh, ok, bon, avant de continuer, fait que lui, Clochard Ruelle, salut! Kourou, coucou, toi aussi. Je dépose mon lurk, ta lecture va accompagner la job. J'espère que tu vas bien. Ben, merci, ben, ça va. J'ai presque terminé ma lecture, mais peut-être que je vais faire un peu de Zelda, ça va dépendre comment mon chat agit avant le dîner, là. Il me demandait un peu d'attention tantôt, je sais pas s'il va être encore tannant, disons. Alors, je reprends. Chapitre 4. Neige du passé. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis que Lou avait été blessée. Elle était presque entièrement guérie. Wendy gravissait les interminables marches d'une des rares tours de bureau ayant survécu aux intempéries. Ce n'était pas la tour des uns dans l'acropole, mais cela demeurait impressionnant. Fox et elle l'avaient découvert verte lorsqu'ils étaient enfants. L'endroit avait été le théâtre de nombreux jeux. Ce lieu avait fait remonter à la surface un peu de leur enfance engloutie. Il y avait prononcé son premier mot en présence de Wendy. Elle était certaine de le trouver là. Au dernier étage, elle ouvrit la porte qui donnait accès au toit. Le vent qui s'engouffra par l'ouverture fit vasser ses cheveux devant son visage. Fox s'était penché au-dessus de la rambarde et ne brancha pas à son approche, fixant le sol avec une expression morose. Ce côté du bâtiment donnait sur une cour intérieure située 10 étages plus bas, remplie d'une meute de zores. Une légère entaille à la main, Fox s'amusait à faire goûter son sang dans le vide, ce qui rendait les bêtes complètement folles. Wendy s'accouda près de Fox pour regarder en bas. Son frère commença avec un ton méprisant. « Tu sais, on est comme eux. Je veux dire, pas nous, toi et moi, mais les clans de l'île. Ils reniflent l'odeur du sang et se sautent dessus pour s'entretuer. » Wendy posa sa tête sur l'épaule du jeune homme.
dire qu'elle a déjà pu le prendre dans ses bras. N'a de valeur que ce que les hommes veulent bien lui donner, répondit-elle, citant une phrase qu'elle avait lue quelque part. Le corps de Fox se tendit soudain, il serra les poings et ses yeux verts s'emplirent de colère. Quel pissard, cracha-t-il en parlant de Jaguar. Comment peux-tu rester aussi calme? Comment peux-tu accepter facilement qu'il parte? Je pense à ce qui peut le rendre plus heureux. Et se turent un moment. Puis, Wendy eut envie de se vautrer dans des souvenirs doux. Elle s'étendit sur le dos pour fixer le ciel. Viens, comme quand nous étions petits. Tu parles de moi? Parce que ce qui te concerne, tu es encore petite, badina-t-il. Elle tira son pantalon pour le faire trébucher. Il rit malgré son cœur pesant avant de s'étendre à ses côtés. Épaule contre épaule, il observa le ciel sombre et nuageux. Wendy, raconte-moi encore l'histoire du froid qui tombait du ciel. Elle se souvint de ce qu'elle avait lu sur le sujet, de l'image défraîchie qu'elle avait vue et de ce que Ma lui avait raconté. Il y a très longtemps, avant que quelque chose ne brise le monde, tout était différent. Enfin, c'est ce que j'imagine. Les saisons froides étaient beaucoup plus froides. Le froid entrait partout et traversait tout. Il était tout-puissant. Lorsqu'on respirait, ça créait des nuages de fumée. On devait se couvrir davantage pour sortir et on rentrait vite lorsqu'il faisait trop froid. Le vent sifflait des mélodies. Tout se gelait. L'eau se transformait en verre. Du verre magnifique, froid, givré et glissant, comme si tout était figé, immobile. Puis, parfois, Wendy plaça ses bras en l'air pour mimer des choses qui tomberaient du ciel. Lorsqu'il faisait froid et qu'il devait pleuvoir, ça se transformait en petits flocons blancs qui tombaient lentement vers le sol et tournoyaient dans le vent dans une danse étourdissante. Chaque minuscule flocon était unique. Imagine, tous ces petits morceaux blancs descendant du ciel vers nous pour se poser sur notre visage, notre tête, nos épaules, nos mains. Ils recouvraient tout. Le sol, les arbres, les tours, les stations, les rues. Tout se retrouvait couvert de blanc, un blanc éblouissant et pur comme tu n'en as jamais vu de ta vie. Un tapis immaculé pour couvrir le gris, la saleté et la laideur. Fox avait fermé les yeux. Il pouvait voir. Les mots de Wendy faisaient naître des images merveilleuses et paisibles dans sa tête. Elle avait toujours réussi à calmer sa fureur intérieure. Ça devait être beau, souffla-t-il. Il laissa penser un moment avant de demander « Tu penses qu'on le reverra? » « Tu penses qu'on le reverra? Qu'il ira mieux? Je l'espère. » L'espoir, lança Fox avec exaspération. Dès que tu m'as appris ce mot, j'ai su que je ne l'utiliserais pas. Que nous reste-t-il, mon frère, si ce n'est l'espoir? Et il s'assit, lui tournant le dos. Je suis pas ton frère. Pas vraiment. Wendy roula des yeux en se redressant sous ses coudes. Fox poursuivit, d'une voix blanche. L'amour. Il nous reste l'amour. Préfère ça à l'espoir. Eh bien, tu es sentimental ce soir. Fox éclata de rire. Il se leva et tendit une main à la jeune femme. C'est Lita demain, annonça-t-il en se frottant les mains de manière malicieuse. J'ai hâte de détrousser tous ces ostrogoths et de les voir s'enivrer jusqu'à être complètement défraqués. Avec de la chance, ils tomberont dans le feu ou sous leur propre lame. Là, je te retrouve. Il rit à nouveau de manière machiavélique, faisant grogner les ors plus bas. Les enfants perdus étaient réunis autour du feu, devant leur aîné. Jacques venait de les prévenir de son départ imminent. Les conversations s'interrompirent à l'arrivée de Fox et de Wendy. Jaguar se leva. Fox s'immobilisa devant son aîné avant de le serrer dans ses bras. Les deux hommes s'étreignirent avec force. Jacques fit un signe de remerciement discret à Wendy, qui lui sourit. Cet événement n'avait pas à s'ajouter à leur nombreux deuil. Pour dédramatiser la situation, Fox lança « Je prends ta portion de viande, et ta paillasse. Elle est plus grande que la mienne. » Les rires fusèrent malgré la tristesse. Avec nonchalance, Fox s'empara d'un rat à la broche avant de se laisser choir près du feu. « Tu comptes ramener beaucoup de petites fermières, mon renardeau? » le taquina Lou en le poussant du coude. L'intéressé rit tout en paraissant légèrement mal à l'aise.